sont les politicards? Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements, mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, normalement la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'émission Le Tribunal de l'actualité. Un tribunal de l'actualité qui commence par une pensée toute spéciale au président du tribunal Loukman Sanfo empêché, mais également par des excuses pour la qualité de ma voix. Le tribunal de l'actualité, c'est ce rendez-vous que Watt FM et Free TV vous offrent tous les jours du lundi au vendredi à partir de 8h, en rediffusion à partir de 22h sur la télévision et la radio, mais également à 5h du matin. Le tribunal de l'actualité, c'est parti. Alors, vous savez que dans quelques jours, c'est-à-dire les 26 et les 27 prochains, nous aurons la journée, pour ne pas dire la rencontre État-secteur privé. C'est cela qui sera question au cours de cette émission, le tribunal de l'actualité de ce jour. Le terme a changé, ce n'est plus gouvernement, secteur privé, État-secteur privé. Nous allons en savoir davantage. Le tribunal de l'actualité, alors, commence comme vous le commencez, vous le savez, par la première rubrique, les avant-propos. Je m'adresse à Geoffroy Vaha. D'accord. Merci, président intérimaire du tribunal. D'accord. Mon avant-propos va concerner le point de presse de l'opposition. Un point de presse au cours duquel ils sont revenus sur la marche du 29 novembre et rappeler que l'opposition sera forcément des marcheurs. Il y a un appel qui a été lancé dans ce sens-là. Fustiger la façon dont, de façon unilatérale et brusque, la hausse a été décidé parlant du prix à la pompe concernant l'essence donc et il rappelle qu'ils demandent eux aussi l'audit de la SONABI et les raisons qui sont avancées pour eux ne tiennent pas. Il y a cela, mais le point sur lequel moi je voulais m'arrêter, c'est le point qui a été fait notamment de la souscription qui avait été lancée pour soutenir les FDS, on s'en rappelle encore, et après la marche du 29 septembre, c'était ça, on est pratiquement 2 mois après, il y a ce point là qui est fait de ce qui a été récolté comme sous, et c'est 3 375 000 francs CFA. Reconnaissons que la somme elle est modique. La vérité, c'est que c'est la modicité de la somme. On s'est dit, bon, pour ceux qui criaient tant qu'il fallait aider ces FDS, là, qui criaient tant que rien n'était fait, notamment de la part de nos autorités, bon, on n'a pas senti ce élan-là s'affirmer vraiment dans les caisses. Et la question leur a été posée, évidemment. Ils ont dit que le plus important, c'était le geste. Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils concèdent aussi au pouvoir, que ce soit le plus important, le geste. Mais nous disons que comparaison n'est pas raison. On attendait en tout cas plus. C'était un peu mon avant-propos. Je vais parler plus loin que cela, mais on constate au moins la modicité de cette somme-là. Et on espère que peut-être que ça va gonfler puisque c'est pas fini et que ça sera redressé comme élan. Voilà.
Merci Geoffroy. En tout cas, c'est un avant-propos digne d'intérêt parce que ça va susciter, ça va cristalliser les passions. Certainement, on attendra de voir puisque l'opposition dit que les contributions sont toujours attendues. Comme je l'avais annoncé, les 26 et 27 novembre prochain, à Bobo-Dioulasso, il y aura la traditionnelle rencontre entre le gouvernement et le secteur privé qui a été rebaptisée en rencontre État-secteur privé. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les innovations pour cette année? Quels sont les enjeux et les défis pour une telle rencontre qui a lieu chaque année? Pour en savoir davantage, nous avons convoqué à ce tribunal Madame Traoré Neudraogo Mariam. Elle est la directrice générale de la promotion de l'entreprise au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors, vous êtes au tribunal de l'actualité, vous connaissez bien le principe. Alors, nous allons commencer par les questions de généralité, histoire de faire déjà connaissance avec votre service. Qu'est-ce que la Direction générale de la promotion de l'entreprise qu'on appelle en abrégé DGP ou DGP? Merci tout d'abord, en tout cas de l'occasion que vous nous offrez. Donc, je voudrais, avant de répondre à votre question, au nom de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et à mon nom propre, dire merci à la télévision True TV pour cette opportunité qui nous est offerte pour déjà parler de la Direction générale de la promotion de l'entreprise et également de la rencontre nationale État-secteur privé prévue pour les 26 et 27. Donc, pour répondre à votre question, la Direction générale de la promotion de l'entreprise est une direction centrale du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Une direction qui a pour vocation de contribuer en tout cas à la mise en œuvre de la politique du ministère en termes d'accompagnement des initiatives de promotion des entreprises aussi bien privées que publiques. C'est tout? Oui, c'est une direction en tout cas qui coordonne toute action en faveur du secteur privé, des entreprises privées, mais aussi qui a pour vocation d'accompagner les entreprises publiques et parapubliques. Donc nous nous occupons un peu de conduire l'action du gouvernement en matière d'amélioration du climat des affaires et toute mesure qui vise à promouvoir le développement du secteur privé. Est-ce que c'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, pour ne pas dire au niveau du ministère du Commerce, c'est la principale porte d'entrée du secteur privé? Bon, je dirais que de façon globale, les missions, les attributions du ministère concourent d'une manière ou d'une autre de façon globale à promouvoir le secteur privé dans son ensemble. Je ne dirais pas que la DGPE est seule à contribuer à cela, parce que nous avons les aspects de commerce, les aspects de l'artisanat qui touchent aussi bien le secteur privé. Et nous sommes une direction transversale de façon globale qui accompagne les entreprises. Alors, en ce qui concerne les relations entre vous et le secteur privé, comment est-ce que les choses se font? Nous et les entreprises, je dirais que, en tout cas, la direction générale de la promotion de l'entreprise, et à travers, de façon globale, le ministère du Commerce est disposé, en tout cas, est ouvert à accompagner les entreprises. Donc, les entreprises s'adressent à nous pour quelques questions que ce soit, pour qu'on puisse, en tout cas, les accompagner efficacement à travers les actions que nous pouvons développer pour lever les contraintes et aussi les promouvoir en termes, en tout cas, d'accompagnement et d'appui. Avant de passer la parole à Geoffroy pour les questions de généralité, je continue toujours. Alors, quelles sont les questions principales que le secteur privé vous pose quand ils arrivent à votre niveau? Parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut avoir une idée des préoccupations majeures ou des questions majeures qui vous sont soumises au niveau de la direction? Merci. Les préoccupations majeures qui reviennent le plus souvent pour le compte du secteur privé, ce sont des questions de facilitation d'accès au financement, ce sont des questions de lutte contre la fraude et la concurrence déloyale, ce sont en tout cas des questions d'accès au marché, donc, et aussi les questions de réduction de la fiscalité et les questions d'accès en tout cas aux matières premières et notamment les questions d'accès à l'électricité. Donc de façon globale, ce sont les préoccupations majeures en tout cas qui reviennent au niveau du secteur privé où on demande à ce que le ministère et le gouvernement fassent des efforts en tout cas pour lever ces contraintes-là.
Moi, je pense qu'en matière de généralité, pour ce qui est de cette direction, on est allé jusque dans le fond des choses. Maintenant, il y a ce cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, qui dans l'appellation même est nouvelle, si ma mémoire est bonne. Déjà, pourquoi ce changement-là? D'accord. Donc, il faut le dire, le dialogue gouvernement-secteur privé ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nous le savons tous. En tout cas, l'État a décidé de mettre au cœur du développement, de faire du secteur privé le moteur de la croissance. Et ça date... en tout cas depuis des années, à travers l'option politique qui a été d'adopter, de libéraliser notre économie. Et c'est pour avoir en tout cas un certain nombre de dialogues avec le secteur privé dans le sens de l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique que le dialogue a été instauré. Et à partir des années 2001, il a été institué la rencontre annuelle gouvernement-secteur privé. Donc, qui est une rencontre qui se tenait, j'allais dire, annuellement à Bobo. Et maintenant, ce dialogue, comme je l'ai dit, permet au secteur privé et au gouvernement de pouvoir, en tout cas, poser les préoccupations, de faire des recommandations dans le sens toujours de l'amélioration du climat des affaires pour promouvoir davantage le secteur privé à jouer efficacement son rôle de moteur de l'économie. J'insiste sur sa question. Pourquoi est-ce que le changement de format? Parce que secteur privé, gouvernement, secteur privé, État, secteur privé, qu'est-ce qui change? D'accord. Et la rencontre gouvernement-secteur privé, comme je l'ai dit tantôt, était une rencontre qui se tenait annuellement à Bobo. Chaque année, on fait la rencontre unique. Et les acteurs se sont rendus compte qu'il y avait en tout cas l'essoufflement du dispositif. Et aussi, il y a un ensemble de choses qui se faisaient avant la rencontre et après la rencontre. Et parlant de ces actions-là, j'aborderai la question des rencontres sectorielles, puisque avant la rencontre gouvernement-secteur privé, il y a ce qu'on appelle les rencontres sectorielles qui sont en principe présidées par les ministres sectoriels. Donc avec l'ancien dispositif, on s'est rendu compte qu'il y avait au fil des années, il y avait un faible niveau de représentativité des chefs de ces départements-là. Et ensuite, au cours de la rencontre, on aboutissait en tout cas à un ensemble de recommandations qui étaient assez pléthoriques et qui ne permettaient pas au gouvernement d'avoir le temps nécessaire entre deux éditions de pouvoir mettre en œuvre ces recommandations. Et aussi, il faut le dire, après la rencontre aussi, la mise en œuvre des recommandations, il y avait ce qu'on appelle le comité technique paritaire. Donc ce comité technique-là n'a pas de force de pression au niveau des différents départements pour mettre en œuvre les recommandations de façon diligente. Voilà, donc c'est en quelque sorte, c'est quelques raisons qu'on peut évoquer et qui ont entraîné en tout cas la réforme du format, de l'ancien format. Moi je le précise encore ma question parce que c'est un dialogue, donc autour d'une table des entités, il y a un qui est maintenu, c'est le secteur privé, et en face d'eux, il y a un visage qui change, on passe du gouvernement à l'État. Et qu'est-ce que ça change dans le contenu? Peut-être que vous parlez de certains détails, c'est quand en face, on n'a plus peut-être la même entité. Qu'est-ce qui fait la différence en termes d'entité qui prouve que ça sera vraiment plus efficace? D'accord. Donc, ça m'amène en tout cas à aborder les innovations qui sont abordées en tout cas à travers le nouveau format. Donc, au regard en tout cas des contraintes ou du moins des insuffisances de l'ancien format, j'allais dire, il a été apporté des innovations et en termes d'innovation principale, c'est déjà la formalisation même du dialogue à travers un décret. Donc un décret qui consacre également le changement de dénomination. Au lieu de rencontre gouvernement secteur privé, aujourd'hui c'est le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Donc au sein de ce cadre de ce dialogue-là, de ce cadre de concertation, on a 2 organes et 3 instances. Au titre des organes, on a le comité de pilotage
qui est présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ce comité de pilotage là, va se réunir au moins 2 fois par an et chaque fois que de besoin. Et on a un secrétariat technique du cadre qui a pour vocation de préparer tout ce qui est documents techniques et autres. Et ensuite, au niveau des instances, nous avons en premier lieu les rencontres régionales État, secteur privé. Donc ces rencontres régionales ont pour vocation, en tout cas, de prendre en compte les préoccupations du secteur privé au niveau régional. Parce que ça aussi, c'était en tout cas une insuffisance. Et la rencontre gouvernement, secteur privé ne s'intéressait pas entre griffes aux régions. On n'avait pas de dialogue direct avec les acteurs privés au niveau de chaque région. Donc avec les rencontres régionales État-secteur privé qui sont présidées par les gouverneurs de région, ça nous donne l'opportunité d'échanger avec le secteur privé au niveau de chaque région, de collecter les préoccupations et d'apporter des réponses. Donc après les rencontres régionales, on monte en créneau avec les rencontres sectorielles qui sont présidées par les ministres autour de leur secteur d'activité et également pour réagir par rapport à des recommandations qui ont été formulées par les régions et qui n'ont pas trouvé de réponse au niveau de chaque région. Donc c'est à l'issue de tout ça que nous acheminons vers la rencontre nationale État-secteur privé où également il sera discuté les recommandations ou les préoccupations résiduelles qui sont issues de la rencontre sectorielle. Et le changement également à ce niveau, l'ancien format, on tenait la rencontre avec le secteur privé où chaque organisation, chaque groupement exposait en tout cas ses préoccupations et le gouvernement apportait des réponses, des solutions. Mais avec le nouveau format, ça sera autour de panels. Donc on a un thème central et 2 sous-thèmes. Au cours de la rencontre, on a en tout cas une communication introductive sur le thème central. Ensuite, nous abordons le premier panel et ensuite le deuxième panel autour d'un thème vraiment ou autour des thématiques spécifiques où il est demandé au secteur privé d'apporter des contributions pour aller dans le sens de l'objectif des atteintes des objectifs qui sont assignés aux thématiques qui ont été définies et qui permettent en tout cas d'accompagner le gouvernement à encore promouvoir le secteur privé à aller dans le sens du développement socio-économique. Je reviens toujours sur ma préoccupation parce que certains esprits ne restent pas convaincus. Parce que souvent, quand on sort de ces discussions, on dit le gouvernement a promis. Maintenant, on va dire quoi? C'est l'État. L'État, c'est qui? C'est vous? C'est moi? C'est tout le monde. Tout n'est pas dans le panel et dans les discussions. Tout est dans l'engagement qui est pris après les préoccupations et les requêtes qui ont été formulées. Et tout tient à qui va les mettre en œuvre. C'est l'exécutif, c'est encore le gouvernement. Tout à l'heure, vous le disiez. Quand on change la dénomination, et pour certains esprits, c'est dire que, bon, on a peut-être un gouvernement qui veut se mettre un peu en retrait parce que, comme vous le dites, il y avait tellement de piles de requêtes que, en définitive, à chaque fois, c'est le gouvernement avait promis, le gouvernement avait promis, le gouvernement avait promis. Maintenant, on a l'impression que c'est... On se met pour ce gouvernement un pas en arrière et on fait encore des discussions et après, on ne sait pas qui a attrapé. Merci. Qu'est-ce que vous aurez à répondre à cela? Je pense que le nouveau format, en tout cas, a été réfléchi pour répondre précisément à cette préoccupation. Si vous m'avez suivi, avec l'ancien format, on avait en tout cas un grand nombre de recommandations et voilà, avec le comité technique paritaire, on n'avait pas en tout cas de moyens de pression pour faire fléchir les départements ministériels. Avec le nouveau format, on a le comité de pilotage qui est présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. À la suite de la rencontre nationale, où on a fini de dérouler toutes les instances, à savoir les rencontres régionales État-secteur privé, les rencontres sectorielles État-secteur privé, la rencontre nationale. On prépare les recommandations, puisque à la suite de la rencontre nationale, il y a un rapport de synthèse qui est adopté le deuxième jour par le Premier ministre et l'ensemble des participants. On prépare les documents, le secrétariat, comme je l'avais dit tantôt, le secrétariat technique va préparer l'ensemble des documents et des recommandations issues de cette rencontre-là, en traduisant sous forme de plan d'action qui sera adopté
est validé encore par le comité de pilotage sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et c'est le comité de pilotage qui est composé encore des ministres et du secteur privé. Toutes les grandes organisations du secteur privé font partie de ce comité de pilotage-là. Donc sous la houlette de son Excellence, ce comité de pilotage va assurer le suivi de la mise en œuvre et chaque département devrait rendre compte lors des sessions du comité de pilotage de la mise en œuvre des recommandations qui leur sont assignées. Et nous pensons qu'avec ce format-là, nous n'avons plus besoin d'attendre chaque année pour faire le point à la rencontre, puisque c'est ce qui se faisait. On adopte les recommandations, le comité essaie de suivre du mieux qu'il peut, et après on se retrouve à la rencontre nationale pour lire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On peut prendre encore d'autres recommandations, mais on était dans un cycle où chaque année on revenait presque avec les mêmes choses. Mais avec le nouveau format et le comité de pilotage, qui est l'organe de décision et d'orientation du cadre, nous pensons que les choses peuvent mieux évoluer qu'avec le format que nous avions précédemment. On comprend que donc c'est une pression qui sera donc permanente, des dossiers qui seront suivis de façon permanente, donc ça pourrait changer les choses. Donc, mais on a eu quand même à fonctionner avec un ancien dispositif. Vous dites qu'il y avait une pléthore de requêtes, c'est vrai, mais ils ont pu engranger quand même un certain nombre de points. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Donc, pour aborder cette question, je voudrais en tout cas rassurer vos téléspectateurs. La pertinence ou l'importance de la rencontre gouvernement, excusez-moi, n'est plus à démontrer. Les acteurs sont unanimes là-dessus. La rencontre gouvernement-secteur privé a permis en tout cas d'engranger beaucoup d'acquis en termes d'accompagnement du secteur privé ou de mécanismes qui ont été initiés véritablement sur la base des recommandations qui ont été formulées par les acteurs du secteur privé. Donc, en termes d'acquis, on pourra citer quelques acquis parce qu'on ne pourra pas tout égrener. Et en termes d'acquis, déjà en matière de facilitation de création d'entreprises, et vous connaissez les CFOR, les centres de formalité des entreprises. Il faut dire que c'est en tout cas sur la base des recommandations qui ont été formulées au cours des éditions de rencontres gouvernement-secteur privé que ces centres ont vu le jour. Et ces centres permettent en tout cas de réduire les formalités de création d'entreprises en termes de délai de procédure. Et également plusieurs structures d'appui ont vu le jour à travers des recommandations. Je citerai la maison de l'entreprise, le centre de gestion agréé et aussi le centre d'arbitrage. Il y a aussi les tribunaux de commerce qui ont vu le jour à travers des recommandations de la rencontre gouvernement-secteur privé. Et en termes également de facilitation ou de réduction de la fiscalité, donc il y a eu des acquis également à ce niveau où on a vu le taux baisser à partir des recommandations de la rencontre gouvernement-secteur privé. En matière d'infrastructure également, donc il y a que le port sec de Bobo ou d'autres infrastructures économiques ont vu le jour à travers des recommandations de la rencontre État et gouvernement secteur privé. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, vous suivez l'émission Le Tribunal de l'actualité, WattFM et Free TV. Aujourd'hui, nous recevons Mme Traoré Neoudraogo Mariam, c'est la directrice générale de la promotion de l'entreprise au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Il faut également dire qu'il s'agit de la rencontre nationale État-secteur privé, un changement de format pour être encore plus opérationnel. Nous étions dans le bilan des éditions précédentes où elle était en train de citer les acquis, donc la maison de l'entreprise, les CFOR, le port sec, les centres agréés, et puis la réduction de la fiscalité. Ce sont entre autres acquis que Madame la directrice générale était en train d'égrener. Effectivement, plusieurs Burkinabés se posaient des questions de savoir à quoi servent ces rencontres gouvernement, secteur privé, qu'est-ce que ça permet d'avoir. Effectivement, vous venez de donner, Madame, ici les acquis. Alors, vous avez dit que le format il était lourd, il y avait un essoufflement. Est-ce que quelques années après, on ne dira pas encore que c'est lourd avec les différents paliers des rencontres? Est-ce que la machine, on dira que la machine est lourde pour partir à la case départ? Est-ce qu'à un moment donné, certains ne vont pas dire encore qu'il faut alléger cette machine-là parce que finalement c'est lourd, avec les différents types de rencontres qui sont annoncées?
Il faut dire que ce format a été réfléchi par l'ensemble des acteurs, donc ça a été concerté pour déjà pour que ça soit déjà inclusif et ensuite pour que le dialogue puisse être permanent entre le gouvernement et le secteur privé. Et bon, en termes d'essoufflement futur dont vous présagez, je peux dire c'est des questions qu'on se pose. Oui, moi j'allais dire toute initiative, il y a en tout cas un temps de mise en œuvre qui répond à un moment donné à des besoins. Et on va travailler également à innover davantage pour que ce dispositif-là soit toujours, en tout cas, efficace et que ça puisse répondre aux objectifs qui lui sont assignés. Est-ce qu'on a besoin réellement d'une telle rencontre pour connaître les réalités du monde de la secteur privé, du moment où vous avez plusieurs entités au niveau du secteur privé, vous avez le patronat, vous avez la chambre de commerce, vous avez plusieurs autres institutions étatiques qui appuient le secteur privé. Donc ils travaillent chaque jour que Dieu fait, il y a au moins une rencontre entre les éléments du privé et du public. Alors, une telle rencontre encore pour quoi faire? Alors, c'est vrai que des structures existent et qui sont à l'écoute du secteur privé. Moi, je vais prendre un exemple très simple avec les rencontres régionales qu'on a eues. Souvent, seulement par faute d'information, le secteur privé ou les acteurs peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas certaines mesures ou actions qui sont en cours. Donc en ayant ce dialogue-là, ça permet aussi bien à l'administration de présenter en tout cas tout ce qui est comme action au niveau du gouvernement, tout ce qui est comme mesure pour l'accompagnement du secteur privé, et au secteur privé aussi de dire de façon spécifique les besoins qu'ils ont. On a été aux rencontres régionales, les administrations locales travaillent à accompagner les acteurs et souvent par manque d'informations, je le dis encore, il y a des préoccupations qui ont été soulevées et lorsque les administrations locales ont pris la parole pour dire, on dit donc ça existe, c'est ceci ou cela. Donc ce dialogue nous permet en tout cas d'échanger, de s'informer et en tout cas de prendre à bras le corps les contraintes qui minent de part et d'autre les acteurs. Moi j'ai une préoccupation, quand on vous écoutait en introduction, notamment dans cet échange-là, vous veniez sur les prérogatives qui sont les vôtres parlant de votre direction. On a l'impression que dans le contenu, dans le suivi de ce que seront les requêtes, notamment du secteur privé, on aura un genre de chevauchement parce que c'est les mêmes, ça sera encore les mêmes requêtes, ça sera encore les mêmes types de préoccupations qui seront celles que vous traitez au quotidien, ou bien ça sera différent, ou bien ce sera inscrit dans le conjoncturel à votre niveau et dans le structurel au niveau de cette commission permanente. Quelle sera la différence? D'accord. Déjà, il y a une différence fondamentale parce qu'on ne discute pas maintenant de tout. D'accord. On discute autour d'un thème central et de deux sous-thèmes. Et cette année, le thème central, c'est secteur privé et défi de la transformation industrielle et artisanale. Et les deux sous-thèmes, on a le premier sous-thème qui va traiter des stratégies et politiques de transformation et de consommation des produits locaux. Et l'autre sous-thème va traiter des défis de l'artisanat face à l'ouverture des marchés et à la concurrence. Donc c'est autour de ces thématiques que nous avons tenu les rencontres régionales du 25 octobre au 5 novembre. Et les acteurs du secteur privé ont été invités à formuler des recommandations, des préoccupations dans le sens de la contribution à l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est assigné pour la transformation, la valorisation de nos matières premières locales. Donc c'est autour de ces thématiques que nous avons échangé et dans chaque région, on a retenu 2 recommandations majeures. Okay. En lien avec ces thématiques. Et donc c'est au cours des rencontres sectorielles, ces 2 recommandations majeures qui n'ont pas trouvé de solution au niveau régional ont été portées à la connaissance des départements ministériels en termes de recommandations du secteur privé des 13 régions du Burkina. Et c'est autour de ces recommandations que nous avons échangé. Il y a eu d'autres réponses complémentaires. Et à ce jour, nous avons une matrice de recommandations de 7 préoccupations majeures
qui sont issus des 26 que nous avons ramenés des différentes régions. Ces 7 recommandations majeures seront reversées au débat à Bobo. Donc, quand nous allons arriver à la rencontre nationale, il y aura des communications, des experts qui vont présenter, développer le thème central, les 2 sous-thèmes, et les acteurs vont échanger principalement autour de cette thématique pour formuler des recommandations. Et ces recommandations qui ont un lien avec ce thème-là, c'est ça qui sera porté encore à la connaissance du gouvernement pour aller dans le sens de l'atteinte des objectifs. Et par ailleurs, on pourra dire qu'il y a une ouverture qui est faite. En plus de ces recommandations en lien avec le thème, le secteur privé, en tout cas, on pourra faire une ouverture pour prendre d'autres préoccupations pressantes et majeures qui minent en tout cas le secteur privé au cours de cette rencontre-là. Mais de façon globale, nous restons dans les thématiques qui ont été assignées pour vraiment, pour cette année, après les instances que nous avons tenues, les sessions du comité de pilotage vont se pencher véritablement sur ces recommandations résiduelles-là qui devront aller dans le sens de l'atteinte des objectifs qui ont été assignés à travers ces thématiques-là, notamment la transformation structurelle de l'économie, la valorisation et la consommation des produits locaux. C'est vrai que pour ce gouvernement, la question de transformation, c'est un point majeur. On entend souvent le Premier ministre en parler, le ministre du Commerce aussi. Et maintenant, c'était justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que certains certains opérateurs, notamment de ce secteur privé, ne se sentent pas exclus dans la thématique même qui est choisie, qui est celle sur laquelle tout sera axé? Est-ce qu'il n'y a pas ces plaintes-là déjà? Oui, c'est sûr que tout changement peut appeler en tout cas à des craintes ou j'allais dire souvent à des inquiétudes. Mais nous rassurons en tout cas l'ensemble des acteurs du secteur privé que, comme on l'a dit, en plus des préoccupations autour de ces thématiques-là, il y a une ouverture qui sera faite pour permettre à d'autres secteurs de pouvoir poser des préoccupations majeures et pressantes. Mais d'une manière ou d'une autre, la question de la transformation intéresse presque tous les secteurs. À des degrés différents. Voilà, à des degrés différents. Il y en a qui vont se sentir directement concernés, mais d'une manière ou d'une autre, les secteurs se sentent indirectement concernés par cette question de la transformation. Oui, mais il y a la question de l'artisanat. Ce n'est pas que la transformation seulement, c'est les 2 secteurs que vous avez pris. Si moi je ne suis dans l'un ou l'autre des secteurs, est-ce que je peux être convié en tant qu'acteur du secteur privé? Parce que ça aussi c'est une question fondamentale, parce que vous allez discuter de transformation, d'artisanat, de produits locaux, d'unités industrielles. C'est là ma question, quoi. Bien sûr que vous êtes concernés. Je le répète encore, lorsqu'on prend le fait que déjà, vous pourriez, même si vous n'êtes pas directement concerné par la transformation industrielle et l'artisanat, si vous êtes un acteur qui évolue dans les questions de services, de TIC et même de BTP, d'infrastructures, à mon sens, vous êtes concerné. Parce que déjà pour faire la transformation des produits locaux, pour l'acheminement de la matière première locale, si je veux implanter une unité à Ouaga qui va transformer des fruits et légumes et que la matière première doit me provenir d'une localité où il n'y a pas de route, il va sans dire que ça peut impacter sur mon entreprise, sur la compétitivité de mon entreprise. Donc, d'une manière ou d'une autre, les acteurs sont concernés et comme je l'ai dit aussi, il y aura une ouverture qui sera faite pour permettre à d'autres secteurs qui ont des préoccupations spécifiques et pressantes de pouvoir exposer également ces préoccupations. Alors, vous avez donné le panel, le plan de travail. C'est à quel moment exactement? C'est pendant le panel ou bien c'est à quel moment exactement ces autres acteurs qui ne sont pas directement concernés par la transformation et l'artisanat vont avoir droit à la parole? C'est à l'issue des 2 panels. Parce que les échanges, souvent, on se rend compte que ça se recoupe. Donc, c'est véritablement les panels se mènent de façon alternée. Donc, à la fin des panels, cette ouverture sera faite au profit des acteurs pour pouvoir... Déjà, à travers les rencontres sectorielles, nous avons recueilli des préoccupations qui n'ont pas de lien direct avec le thème. Donc, on a consigné également ces préoccupations-là dans une matrice
des préoccupations qui n'ont pas de lien direct avec le thème. Et ces préoccupations seront portées à l'attention du gouvernement. Et c'est son Excellence qui mène la police des débats et véritablement les travaux seront organisés selon les orientations que son Excellence va définir sur la base déjà du projet de chronogramme que nous avons élaboré, notamment la tenue des panels et ensuite autres préoccupations apportées à l'attention des membres du gouvernement et qui n'ont pas de lien direct avec le thème. Je pense qu'on est revenu déjà dans le détail sur ce qui a été fait un peu avant en termes de travail, les rencontres sectorielles, les rencontres régionales et tout. Maintenant, le 26, c'est maintenant presque. En termes de préparatifs, est-ce qu'on peut avoir un point? Est-ce que tout est prêt, tout est... Bon, il faut dire que l'organisation de ces instances-là est conjointement menée par le ministère du Commerce, notamment la Direction générale de la promotion de l'entreprise et d'autres structures qui nous accompagnent, et aussi principalement avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Donc nous organisons conjointement ces instances-là avec la Chambre de commerce, et il y a un comité de pilotage et un comité d'organisation, j'allais dire, qui est présidé par le secrétaire général du ministère. Donc nous nous réunissons régulièrement, en tout cas pour faire le point de la mise en œuvre des activités, des tâches pour l'organisation de la rencontre. Donc à ce jour, nous sommes beaucoup avancés dans l'organisation de l'activité et nous pensons que d'ici au 26, tout sera fin prêt, en tout cas pour pouvoir tenir ce dialogue avec le secteur privé. Et je ne sais pas si vous permettez, le Président, pour qu'on ait un genre de mise en bouche, parce qu'il y a déjà eu ces rencontres sectorielles, les rencontres régionales. Qu'est-ce qui ressort? Parce que vous disiez qu'il y avait 7 grands points. Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques détails sur les grandes thématiques, les grandes préoccupations, les grandes requêtes qui ont été celles de ce secteur-là, pour qu'on ait ce genre de mise en bouche-là? D'accord. Les grandes recommandations en lien avec le thème, c'est surtout la question de la facilitation de l'accès aux équipements de transformation. Donc les acteurs ont formulé des recommandations allant dans le sens, en tout cas, de leur permettre d'acquérir des équipements qui soient adaptés à leurs besoins. Donc il y a cette question majeure d'équipement des unités de transformation, et il y a aussi la question majeure d'accès, en tout cas, aux zones aménagées, parce que souvent vous voyez dans nos quartiers les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries ont souvent des difficultés à avoir en tout cas des espaces adaptés pour la transformation. Donc la question de l'aménagement des espaces appropriés, pour ne pas dire zones industrielles, et pour pouvoir en tout cas mener à bien leurs activités. Il y a aussi les questions de centres artisanaux ou de villages artisanaux qui sont revenus en termes de préoccupations. Et bien sûr, les questions de financement viennent toujours. Donc, il y a la question de facilitation également à l'accès au financement. Donc, ce sont ces quelques recommandations qui me viennent en tête et qui sont un peu revenues dans les différentes régions. On se dit que ça sera quand même aussi chaud. Quand on parle de l'accès au financement, ça c'est des préoccupations qui datent d'il y a longtemps. Et quand c'est comme ça, est-ce que c'est des points qui mis sur la table donnent encore un brin de confiance pour les acteurs qui se retrouvent à chaque fois? Il y a des questions qui reviennent tout le temps et qui n'ont presque jamais solution. Bon, je ne dirais pas que ces questions n'ont jamais de solution, puisque comme vous le savez, les contraintes peuvent être variées. Donc, en termes d'accès au financement, on peut avoir des contraintes de divers ordres. Donc, on peut lever certaines contraintes et d'autres demeurent. Et c'est en discutant toujours qu'on trouve les meilleures solutions. Vous savez aujourd'hui que le gouvernement a adopté, en tout cas, la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises. À travers cette loi-là, il est prévu la mise en place de mécanismes innovants de financement.
Donc, quand on parle de mécanismes innovants de financement, c'est d'orienter les entreprises vers d'autres mécanismes de financement qui ne soient pas des financements directs. Aujourd'hui, quand on prend la question de l'accès, de facilitation pour l'accès aux équipements, on peut penser au crédit bail que nos entreprises, surtout les petites, n'ont pas peut-être souvent l'habitude d'utiliser. Donc c'est en discutant aussi de cette question, c'est une façon de favoriser l'accès au financement, puisque quand on recherche un financement, soit c'est pour l'exploitation ou l'investissement. Donc quand on a d'autres mécanismes de financement, on peut orienter les acteurs vers ces sources-là. Donc la discussion est toujours ouverte et n'est pas rompue pour trouver des solutions à ces préoccupations. Et quand la loi également, cette loi, si vous me permettez, prévoit également un quota d'accès à la commande publique, qui est une préoccupation aussi qui est exposée par le secteur privé. La loi consacre au moins 15% du montant global annuellement de la commande publique au PME. Mais pour opérationnaliser ces dispositifs-là, il faut que les acteurs puissent échanger autour de ça sur comment nous allons faire concrètement. Et donc, pour moi, le dialogue permet toujours d'aboutir à des solutions consensuelles pour mener, en tout cas, des actions qui concernent ces acteurs-là. Il y a un point que je n'ai pas entendu, c'est vrai que ils défendent qu'une partie de cette commande publique-là puisse leur revenir, ça c'est clair, on sait que c'est les commandes publiques qui font sous nos cieux souvent vivre les entreprises, mais il y a l'aspect paiement souvent qui revient. On a souvent dans certains secteurs ce problème-là qui revient. L'État, c'est vrai que il paie, mais quelquefois, quand vous êtes presque la queue sur le paillasson, quand je viens vous donner une bouffée d'oxygène, c'est des choses qui sont revenues. Bon, bien sûr que quand on parle de commande publique, toute la chaîne de la commande publique, souvent il y a des contraintes sont soulevées par le secteur privé. Mais le dialogue avec le secteur privé, c'est aussi ça l'intérêt, parce que nous avons en face les acteurs qui s'occupent de plusieurs questions. Donc on a des départements ministériels qui sont là pour apporter des réponses. Donc c'est ça aussi qui fait l'intérêt. S'il y a des préoccupations dans ce sens, je suis sûr que les services compétents qui seront sur place pourront toujours apporter des réponses et ensemble nous pouvons adopter des recommandations pour faciliter, en tout cas, ou lever ces contraintes-là. Alors, vous avez dit que le nouveau mécanisme permet un meilleur suivi, un dispositif qui suit au terme. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se procède exactement après la rencontre? Quel département ministériel s'occupe de telle entité? Qui s'occupe de quoi? Ou bien tout revient encore au niveau de votre direction ou du ministère du Commerce pour pouvoir gérer le suivi jusqu'à la prochaine rencontre État-secteur privé? Il faut dire que nous travaillons sur la base d'une matrice qu'on appelle matrice des recommandations. Et dans la matrice, il y a la colonne responsable. Voilà. Donc pour chaque recommandation ou pour chaque préoccupation, il y a les départements ministériels responsables. Le ministère du Commerce ne peut être responsable de tout. Donc les aspects qui reviennent aux attributions et qui ont un lien avec les attributions du ministère, le ministère est désigné responsable. S'il y a des questions relevant du ministère de l'économie, des finances et du développement, ils sont responsabilisés pour la mise en œuvre de cette recommandation. Donc, ce sont chaque département, chaque service technique est responsabilisé pour la mise en œuvre des recommandations. Et c'est en cela aussi que le suivi va se faire, pour que chaque département soit interpellé pour apporter des réponses sur l'état de mise en œuvre de ces recommandations lors des sessions du comité de pilotage où on a une force de décision. D'accord. Alors, mais pour ce genre de rencontres-là, c'est les mêmes têtes qu'on voit chaque année, c'est à peu près les mêmes acteurs. C'est une question de réseau, quoi. En tout cas, c'est le constat. Vous pouvez même si quand vous fermez les yeux, vous pouvez dire il y aura un tel, il y aura un tel, il y aura un tel, il y aura un tel. Bon. Je reviens encore avec les innovations qui ont été apportées au nouveau format. Déjà, au niveau des rencontres régionales, on prend en compte les acteurs qui n'avaient pas cette possibilité-là d'être à la rencontre nationale. Donc, on regroupe l'ensemble des acteurs au niveau régional
Et au niveau également de la rencontre nationale, étant donné qu'on a eu ce dialogue avec les acteurs au niveau régional, avec les acteurs au niveau sectoriel, donc véritablement on aura, en tout cas, ce sont les groupements et associations d'un certain niveau qui ont, ou des fédérations qui ont à leur sein d'autres associations, d'autres, en tout cas, groupements pour être représentés au niveau de la rencontre nationale, étant donné qu'on a eu déjà cette séquence de dialogue avec l'ensemble des acteurs. Alors, est-ce une entité responsable et défaillante? Comment on fait? Qui suit? Qui est responsable en dernier chef pour situer les responsabilités s'il y a éventuellement des sanctions administrées pour les entités responsables défaillantes? Parce que au Burkina, ce n'est pas un mécanisme de suivi qui manque, ce n'est pas des responsables qui manquent, ce n'est pas des recommandations qui manquent. Il y a des gens qui se jouent à ne pas les appliquer et donc qui font parfois gripper la machine. En ce moment, qui assume quoi devant qui? Oui, le comité de pilotage a été mis en place dans ce sens. Un comité de pilotage qui est logé au niveau du Premier ministère avec le chef du gouvernement. Nous pensons qu'à travers les sessions, les responsabilités, si on peut utiliser peut-être ce terme, seront situées puisque les acteurs, les chefs de département seront interpellés par son Excellence lui-même qui préside les travaux de la session du comité de pilotage. Et au cours de ces sessions, je le rappelle, le secteur privé est présent, puisque le comité est composé aussi bien de l'administration publique que toutes les organisations fêtières représentatives du secteur privé. Moi, je dis, on a le grand rendez-vous le 26 novembre, et alors que le décret, je pense, c'était le 26 septembre, si ma mémoire elle est bonne, pour ce qui est du nouveau dispositif, ça fait 2 mois, ce n'était pas short? Oui, bien sûr. Le décret a été adopté en Conseil des ministres du 26 septembre, donc c'était quand même un délai un peu court. Mais avec en tout cas l'engagement de tous les acteurs, nous avons pu dérouler les instances qui ont été adoptées par ce décret-là. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout s'est très bien passé. Il y a eu des insuffisances et comme c'est le nouveau format, nous prenons en compte en tout cas les insuffisances qu'on a pu enregistrer pour améliorer également les éditions futures. D'accord. Dernière question avant le verdict, si Geoffroy, non? Oh non, ça sera peut-être l'appel pour le 26, puisque on est déjà à quelques heures, on dira comme ça. Ah, mais comme tout le monde n'est pas convié. Évidemment, pour ce secteur privé, là. Je peut-être pas pour lancer un appel, c'est juste peut-être un mot à l'endroit de l'ensemble des acteurs pour dire que véritablement cette réforme a été voulue par les acteurs. On l'a mis en place à travers des concertations. Que c'est vrai, c'est nouveau. C'est comme une rupture avec l'ancien format, mais nous invitons en tout cas l'ensemble des acteurs à s'approprier ce dispositif-là, à faire en tout cas des recommandations éventuelles dans le sens de son amélioration pour que le dialogue puisse continuer à être fructueux entre le secteur privé et le gouvernement. D'accord. Alors je ferai pour le verdict. Le meilleur verdict, ça sera après le 27, c'est sûr. Savoir comment les choses se seront passées et puis surtout les propositions qui vont en sortir. Et je crois que ça sera même pas forcément après le 27, ça sera longtemps après. Voir comment le secteur privé tire satisfaction, notamment de cette nouvelle façon de fonctionner, de ce nouveau processus qui est mis en place, et espérer que ça sera forcément pour leur bonheur. En tout cas, on attendra après le 27, puisqu'en général, quelques heures après la clôture de la rencontre gouvernement-secteur privé, il y a toujours des voix parfois dissonantes qui s'élèvent. Donc, on saura davantage par rapport à tout ce qui va se passer. Alors, pour le moment, en tout cas, l'affaire est jugée. Nous vous disons merci d'être venu. On attendra après le 27 pour donner d'autres appréciations, d'autres clés de lecture par rapport à ce qui pourrait faire avancer la transformation et la production artisanale. Point final pour cette émission.
le tribunal de l'actualité que j'ai présidé, donc de juge de siège. Je suis devenu président du tribunal. Pensée spéciale encore au président du tribunal, monsieur Sanfo. Toute l'équipe de réalisation de la radio et de la télévision se joint à moi pour vous souhaiter une agréable journée. Au revoir et à très bientôt sur le tribunal de l'actualité.